Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce speed learning. Aujourd'hui, nous vous proposons une introduction au machine learning. Alors, en ce qui me concerne, je suis Mathieu Corazza, consultant IT Finance pour Algofi depuis un peu plus d'1 an. Donc, l'objectif de la présentation va être d'expliquer le fonctionnement de cette technologie prometteuse qu'est le machine learning et surtout de démystifier cette forme avancée d'intelligence artificielle qui, on peut le dire, dépasse les capacités humaines dans beaucoup de domaines. Alors, commençons par jeter un œil au sommaire. Donc, dans un premier temps, on regardera quelles sont les problématiques qui peuvent être résolues par le machine learning. Ensuite, on essaiera de définir ce qu'est le machine learning et puis on opérera quelques distinctions entre les différents termes qui gravitent autour du machine learning. Ensuite, on regardera quelles sont les différentes étapes d'un projet de machine learning et sur quels concepts techniques on s'appuie pour pouvoir construire nos modèles. Et on prendra le temps ensuite, dans la partie 3, de dérouler un exemple sur une problématique de prédiction météorologique pour rentrer un peu plus dans les détails et comprendre comment l'ordinateur réfléchit étape par étape. Et enfin, on listera les outils qui nous permettent de faire du machine learning et les différents secteurs d'application dans l'industrie, avant de conclure. Donc, la problématique la plus simple, le contexte le plus simple pour utiliser du machine learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, typiquement, ça peut correspondre à faire de la classification ou de la régression. Et on est face, en général, à ce type de jeu de données. Donc là, par exemple, un jeu de données très connu, celui du Titanic, qui nous présente donc, tous les individus qui sont montés sur le Titanic. Et pour tous ces individus, on a leurs caractéristiques, donc que ce soit l'âge, le sexe, la classe, le métier, etc. Et on a une variable, la variable cible, la variable A expliquée, et là, en l'occurrence, c'est la variable survie, qui indique si oui ou non le passager a survécu au naufrage du Titanic. Donc l'idée du machine learning, ça va être de comprendre quelles sont les relations qu'il y a entre les variables explicatives, âge, sexe, classe, etc., et la variable A expliquée. Donc là, en l'occurrence, on est face à un problème de classification, puisque la variable cible est une variable qualitative, en l'occurrence binaire, si oui ou non. À côté de ça, on peut rencontrer des problèmes de régression, où là également, on va avoir des variables explicatives de n'importe quelle sorte. Là, c'est un jeu de données immobilière, donc avec la surface, l'année, le jardin, le nombre de pièces. Et la variable à expliquer, la variable cible, va être un prix, donc une variable quantitative. Et donc là, pareil, l'objectif, lorsqu'on va construire le modèle, ça va être de comprendre les relations qui peuvent exister entre les variables explicatives et la variable expliquée. Et à la fin, on sera en mesure, à partir de nouvelles observations, d'estimer une valeur pour la variable cible. Et je vous invite à consulter le site kaggle.com qui propose des formations de machine learning et qui offre la possibilité ensuite de tester ses connaissances sur des jeux de données diverses et variés. Alors, si on essaye de définir un peu ce qu'est le machine learning, donc on pourrait dire que c'est une... Alors, déjà en français, on appelle ça l'apprentissage statistique, et c'est une technologie qui permet à un ordinateur de résoudre des problèmes complexes sans qu'on ait besoin explicitement de lui indiquer quels sont les cas de figure qu'il va rencontrer. Alors, il faut comprendre que ça s'appuie à la fois sur des outils mathématiques, donc des outils théoriques et des outils pratiques d'analyse de données. Donc comme on l'a vu précédemment, lorsqu'on va construire le modèle, on va demander à l'ordinateur de comprendre, d'interpréter les relations qu'il pourrait y avoir entre les variables explicatives et la variable à expliquer. Une fois que le modèle est construit, une fois qu'il a appris à partir du jeu de données qu'on lui a donné initialement, il est alors capable de faire des prédictions sur la variable à expliquer à partir de nouvelles observations. Alors, petit fait historique, les premiers algorithmes de machine learning ont été théorisés dans les années 50, mais ce n'est qu'aujourd'hui, avec les capacités de calcul de nos machines, qu'on peut pleinement exploiter cette technologie. Alors, si on regarde un petit peu les différents termes qui gravitent autour du machine learning, on s'accorde à dire qu'il existe cette imbrication de domaines et de sous-domaines. En fait, on trouve de manière très large l'intelligence artificielle qui va là regrouper des codes très simples, très explicites. On va de manière exhaustive lister tous les cas de figure que l'ordinateur
va rencontrer. Donc ça correspond à des procédures d'automate, à des structures if, else, else if. Et en général, les inputs qu'on fournit à ces algorithmes, c'est des variables simples ou des vecteurs très, très courts. Ensuite, on trouve la sous-catégorie de machine learning, donc là qui va avoir recours à des algorithmes un peu plus avancés, qui vont être capables de faire des prédictions inédites pour lesquelles on n'avait pas programmé explicitement l'ordinateur. Et là, en général, les données qui sont passées en input, ce sont des données structurées, donc sous la forme de tables, comme on l'a vu précédemment, avec l'exemple du Titanic et du données immobilières. Voilà. Et ensuite, la sous-catégorie qu'on trouve dans le machine learning, c'est le deep learning. Donc là, avec des codes encore plus avancés qui vont s'appuyer sur les réseaux de neurones, qui vont être capables de traiter les données issues du big data, donc des volumes très importants qui arrivent de manière très rapide. Et là, ce type d'algorithme va être capable de traiter la donnée, même si elle est peu propre, et très diversifiée. L'algorithme va être capable de la traiter de bout en bout, sans qu'on ait trop besoin d'intervenir. Et en plus de cela, ce genre d'algorithme est capable de traiter des données non structurées, telles que du texte, des images ou de la vidéo. Alors maintenant, si on regarde le déroulement d'un projet de machine learning, alors il faut commencer par une étape d'importation des données à partir de bases métiers ou autres. Ensuite, une sous-étape très importante d'analyse des données. Il faut absolument qu'on comprenne les relations qu'il pourrait y avoir entre différentes variables. Donc pour cela, on va tracer des graphiques, on va regarder les relations qu'il peut y avoir entre deux variables, voilà, vraiment comprendre ce qui se passe dans notre jeu de données. Et en général, les données ne sont pas parfaitement propres, il y a des valeurs manquantes, il y a des valeurs aberrantes, et donc il faudra passer par une petite étape de nettoyage de la donnée avant de poursuivre. Ensuite, on passe à l'étape de feature engineering, qui consiste à sélectionner les variables qu'on va présenter à l'ordinateur pour l'apprentissage du modèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variables qui potentiellement n'ont aucun sens pour expliquer la variable cible. Donc ces variables-là, on va les supprimer. Et on peut aussi être amené à créer de nouvelles variables à partir de combinaisons de différentes variables ou à partir de transformations d'une variable unique. Et une fois qu'on a sélectionné donc, les variables qui vont nous intéresser pour la construction du modèle, on va pouvoir passer à l'apprentissage du modèle. Donc sur notre jeu de données, nettoyé et préparé. Et une fois que le modèle aura été construit par l'ordinateur, on va pouvoir l'évaluer pour vérifier qu'il est performant. On reviendra sur ces différentes étapes dans l'exemple qui va suivre. Et à la fin, une fois que le modèle est valide et efficace, on s'autorise à faire des prédictions à partir de nouvelles observations. Donc rapidement, les différents concepts techniques qui peuvent être importants de maîtriser pour comprendre comment fonctionnent les différents algorithmes de machine learning. Donc on a tout ce qui est manipulation de matrices, tout ce qui est notion de probabilité, de statistique, avec notamment les tests statistiques et les mesures de performance de ces tests. Et puis en représentation d'information, on va l'utiliser tout à l'heure, les arbres de décision. Donc maintenant, passons à notre exemple. Donc là, on est face à une problématique où on aimerait prédire le temps qu'il va faire demain, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire beau, oui ou non, à partir des caractéristiques météorologiques d'aujourd'hui. Donc on a à notre disposition un jeu de données qui se présente comme suit. Donc on a pour chaque date en fait les différentes caractéristiques observées sur la journée, donc température, pression, humidité, indice UV, vent, et puis on peut imaginer qu'il y ait d'autres variables. Et notre variable cible, notre variable à expliquer, la variable beau temps qui indique si oui ou non il a fait beau le lendemain. Donc c'est très simpliste, mais ça va nous permettre de comprendre comment tout cela s'organise. Et donc j'ai décidé qu'on allait utiliser l'algorithme des forêts aléatoires pour traiter ce problème. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, une des étapes primordiales c'est de comprendre nos données. Donc on va tracer différents graphiques pour voir comment les données se répartissent, comment les liens qu'on pourrait faire déjà de manière visuelle entre les différentes variables. Ensuite, on passe à l'étape de feature engineering. Donc, comme vous pouvez le voir là sur ce nouveau tableau, j'ai supprimé la variable date qui en soi a peu de sens pour prédire si demain il va faire beau. Le fait qu'on soit le lundi 22 novembre n'aura pas vraiment d'impact sur le temps qu'il va faire demain. Par contre, j'ai rajouté une variable qui indique si la saison est chaude, c'est-à-dire si on est en été au printemps ou en hiver automne, à partir de cette variable date.
Ensuite, j'ai transformé le codage de la variable cible. Plutôt que d'avoir des oui et non, j'ai mis des 0 et 1. Par rapport à l'algorithme qu'on va utiliser, c'est plus adapté. Et enfin, j'ai décalé les valeurs de la variable cible d'un cran vers le haut, de telle sorte à ce que pour les données météorologiques à J, on ait le résultat à J plus 1, c'est-à-dire le temps qu'il a fait le lendemain, pour voilà, qu'on associe sur la même ligne les données à J avec la prédiction à J plus 1. Puisque c'est une manipulation spécifique à notre problématique. Ensuite, si on passe à l'étape d'apprentissage du modèle. Alors, dans un premier temps, donc, on retrouve notre base de données là, qui a été arrangée, modifiée, pour laquelle on a supprimé des variables et modifié quelques variables. Dans cette base de données initiale, on va extraire un échantillon d'apprentissage et un échantillon de validation. L'échantillon de validation, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc en termes de proportion, là on peut être par exemple sur du 80% pour l'échantillon d'apprentissage et 20% pour l'échantillon de validation, mais il y a différentes possibilités. Et donc on va s'occuper maintenant de notre échantillon d'apprentissage. Dans cet échantillon d'apprentissage, on va tirer de manière aléatoire avec remise le même nombre de lignes pour constituer un échantillon qu'on appelle bootstrappé. Donc potentiellement, vu qu'à chaque tirage de ligne dans cet échantillon d'apprentissage initial, à chaque tirage, on remet la ligne qu'on a tirée dans le pool initial, potentiellement on va pouvoir se retrouver avec plusieurs fois la même ligne et des lignes qui étaient présentes dans l'échantillon d'apprentissage et qui ne vont pas apparaître dans l'échantillon bootstrappé. C'est une première introduction d'aléatoire qui est très importante pour les performances de notre modèle. Donc là, c'est la construction de l'échantillon bootstrappé constitue la première étape de construction de notre arbre, puisque, rappelez-vous, on utilise l'algorithme des forts aléatoires, donc il va nous falloir construire plusieurs arbres de décision. Donc une fois qu'on a notre échantillon bootstrappé, on va passer à la construction de l'arbre. Alors l'arbre, il est constitué de nœuds. À chaque nœud, on retrouve des variables. Et ensuite, pour savoir si on parcourt l'arbre vers la gauche ou vers la droite, eh bien, on trouve un test logique par rapport à la variable qui est présente au nœud. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, pour décider quelle variable on va mettre sur le premier nœud de notre premier arbre de notre forêt, à partir de notre base de données bootstrappée, on va sélectionner de manière aléatoire un sous-ensemble de variables. Donc là, les flèches sélectionnent de manière aléatoire des variables, donc 4 parmi les 6 disponibles, parmi les 6 variables explicatives disponibles. Et parmi ce sous-ensemble de variables, on va sélectionner la variable qui sépare le mieux l'échantillon. Alors, là, en l'occurrence, c'est température, donc cette séparation de l'échantillon, elle fait référence à des notions d'entropie en termes de gain d'information et d'indice de diversité de Gini. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de comprendre que la température, là, en l'occurrence, elle va permettre le mieux possible d'écarter nos individus les uns par rapport aux autres, le mieux possible de les séparer par rapport à leurs caractéristiques. Ensuite, donc là, la température a été sélectionnée et on la retrouve donc sur le premier nœud de notre arbre avec une valeur de séparation de 16 degrés qui a été calculée par l'ordinateur. Donc typiquement, là, si on a une observation dont la température est inférieure à 16, et bien on se dirige vers la gauche de notre arbre de décision. Donc on répète cette étape de sélection aléatoire d'un sous-ensemble de variables pour déterminer quelle va être la variable qu'on va placer sur le deuxième nœud. Et là, en l'occurrence, il se trouve que ça a été l'humidité qui correspond le mieux aux critères de séparation de l'échantillon. Donc c'est l'humidité qui va être sélectionnée pour le second nœud avec des valeurs de séparation de 35%. Et enfin, pour le dernier nœud de notre arbre, c'est la variable pression, sur le même principe, sélection aléatoire d'un sous-ensemble de variables et puis sélection de la variable qui sépare le mieux l'échantillon. C'est la variable pression qui a été sélectionnée par l'ordinateur avec une valeur de séparation de 1025 hectopascales. Donc, la construction de notre premier arbre s'arrête lorsque certains critères sont validés. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça correspond à ce qu'on appelle les hyperparamètres du modèle qui sont rentrés par l'utilisateur avant l'apprentissage. Et on se retrouve donc du coup avec un premier arbre de décision
construit à partir de notre jeu de données, à partir d'une base de données bootstrappée issue de notre jeu de données initial. Et donc on voit que les feuilles de l'arbre, donc les cases au bout de chaque branche, correspondent aux valeurs de notre variable cible, de notre variable à expliquer, donc 1 ou 0 qui indique si oui ou non il fait beau. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en fonction de l'observation qu'on a, on parcourt l'arbre de gauche à droite et en fonction des valeurs des variables, on va vers la gauche ou vers la droite pour poursuivre notre descente de l'arbre. Donc là, on a fini la construction du premier arbre. Mais pour obtenir une forêt, il va nous falloir répéter cette opération plusieurs fois. Et donc de la même manière, on va faire ça pour les différents arbres qui vont constituer notre forêt. Et donc potentiellement, par rapport aux critères d'arrêt de construction d'arbres, eh bien on peut se retrouver avec des arbres qui n'ont pas la même taille, la même forme, et qui ne sont pas les mêmes, notamment grâce aux critères d'aléatoire qui sont introduits à plusieurs niveaux, où à chaque étape, rappelez-vous, de sélection de variables pour chaque nœud, on sélectionne un sous-ensemble de manière aléatoire de variables. Donc voilà, on peut se retrouver avec des arbres qui n'ont pas la même forme dans la forêt. Ensuite, on passe à l'étape une fois que notre forêt est construite, une fois que notre modèle est appris, on passe à l'étape de validation. Donc on va reprendre l'échantillon de validation qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Et on va parcourir chaque arbre de la forêt à partir des observations, à partir des valeurs des observations. Donc là, par exemple, pour la première observation de notre échantillon de validation, dans notre premier arbre, au niveau de la température, on se dirige vers la droite, puisque la valeur de la température est de 18, qui est supérieure ou égale à 16. Et pour la pression, on se redirige à nouveau vers la droite, parce que la pression est supérieure à 1025 hectopascal. Et on se retrouve avec une prédiction du modèle de notre premier arbre qui vaut 1. Donc on garde ça en mémoire et on répète ça pour tous les arbres de notre forêt. Donc là, je vais simplifier, j'en ai mis 3, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la fin, on comptabilise le nombre de prédictions pour la valeur cible 1 et pour la valeur cible 0. Là, sur nos 3 arbres, on a 2 arbres qui ont prédit qu'il allait faire beau et un arbre qui a prédit qu'il n'allait pas faire beau. Et on peut considérer, pour simplifier, que la majorité l'emporte. Donc la prédiction de la forêt, pour cette observation, elle va être de 1, donc du beau temps. Et il se trouve que ça correspond à ce qui s'était réellement passé donc dans notre jeu de données initial. Donc on va répéter ça, on va comptabiliser cette bonne prédiction par rapport à cette première observation, et on va répéter ça pour toutes les observations de notre échantillon de validation. Et à la fin, on va être capable d'avoir un décompte des prédictions valides et des prédictions erronées qui ont été faites par notre forêt aléatoire. Et ça nous permet de construire des scores qui permettent de comprendre quel a été. Donc là, par exemple, le score le plus simple, le score statistique le plus simple, c'est la précision, accuracy en anglais, qui fait le ratio des prédictions valides sur l'ensemble des prédictions et qui nous permet d'avoir plusieurs scores qui existent, plusieurs mesures statistiques qui existent. Et ça nous permet de voir sur différents niveaux quelle a été la performance du modèle. Alors là, en l'occurrence, pour cette grandeur-là, cette mesure-là, on est à 80%, donc notre modèle est très performant. Donc on va être maintenant capable de faire des prédictions à partir de nouvelles observations, donc un peu de la même manière que pour l'étape d'évaluation. On va partir d'une nouvelle observation, donc mettons qu'on dispose des caractéristiques météorologiques d'aujourd'hui. Donc mettons qu'il fasse 18 degrés, qu'il y ait un taux d'humidité 75%, etc., etc. On veut connaître le temps qu'il va faire demain, et pour l'instant, on ne le connaît pas. Donc à partir de ces valeurs, on va parcourir la forêt, et on va comptabiliser, donc on va parcourir chaque arbre, et on va comptabiliser au niveau de la forêt le nombre de votes pour du beau temps et le nombre de votes pour du mauvais temps. Et donc là, il se trouve que nos 3 arbres de notre exemple ont voté qu'il allait faire beau demain, à l'unanimité. Donc, la prédiction de notre forêt, de notre modèle, va être que demain, il fera beau. Voilà.
Ça conclut donc notre exemple. Maintenant, on peut regarder un petit peu les différents outils qui nous permettent de faire du machine learning. Donc en termes de langage, on retrouve principalement Python, R et C++. Java, JavaScript et Scala sont aussi utilisés. Et il faut noter également que les packages sont une composante importante de l'environnement machine learning, puisque c'est eux qui vont nous permettre de faire tourner des modèles de machine learning sans avoir à repasser, à recoder toutes les étapes qu'on a déroulées dans notre exemple. Puisque là, au travers de ces packages, on aura juste à appeler des fonctions d'apprentissage, des fonctions de prédiction, des fonctions d'évaluation qui sont déjà codées en amont. Donc voilà les packages qu'on retrouve pour les trois principaux langages. Et puis en termes d'algorithmes, il y a toute une série d'algorithmes disponibles, donc plus ou moins adaptés en fonction du problème auquel on fait face. Et on peut noter que les algorithmes de machine learning d'apprentissage statistique les plus simples, ce sont les algorithmes de régression, tels que la régression linéaire, qu'on peut voir à l'école, et qui correspond à trouver une relation, donc en dimension 2, à trouver une relation de la forme y égale à ax plus b, donc à déterminer les coefficients a et b, qui vont pour le mieux selon certains critères, par rapport à cette relation y égale ax plus b qui lie une variable a expliquée y à une variable explicative x. Donc c'est exactement ce qu'on avait vu, mais de manière plus simple tout à l'heure. Et on retrouve également des algorithmes de régression logistique, donc là qui vont être utilisés pour des variables cibles binaires. Donc on retrouve les arbres de décision et les random forest qu'on a utilisés. Alors l'arbre de décision peut être utilisé tout seul pour construire un modèle, mais on s'expose à des biais qui sont limités grâce à la construction, qui sont limités par une construction d'une série d'arbres. C'est pour ça qu'on aura plutôt tendance à vouloir utiliser toute une série d'arbres pour construire un modèle. On a également les algorithmes de gradient boosting très performants, les algorithmes de SVM, K moyenne, K plus proche voisin, naive Bayes et les réseaux de neurones que j'ai ajoutés à cette liste. Maintenant, pour conclure, on va pouvoir regarder les différentes applications qu'on retrouve dans l'industrie, donc les différentes utilisations du machine learning dans l'industrie. Donc pour ce qui concerne le secteur bancaire et financier, on a des algorithmes de machine learning qui sont utilisés pour prédire si un client risque de faire défaut au vu de ses caractéristiques. C'est également très utilisé pour détecter les situations de fraude, que ce soit pour les paiements en ligne, l'utilisation de la carte bancaire ou le blanchiment d'argent. L'apprentissage statistique est également très utilisé en salle de marché pour réaliser des outils prédictifs, que ce soit pour prédire des tendances de marché, des niveaux de spread, etc. C'est également utilisé par les équipes marketing pour, par exemple, lors du lancement d'un nouveau produit, pour cibler les clients qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par ce produit en fonction de leurs caractéristiques. On utilise des algorithmes de machine learning. Et c'est également utilisé chez les conseillers virtuels pour fabriquer les conseillers virtuels qu'on trouve sur les plateformes en ligne des banques, qui vont nous orienter en fonction de nos questions à partir de traitements naturels du langage vers les bonnes pages. Et enfin, si on regarde un petit peu les autres secteurs, alors c'est très utilisé dans le diagnostic médical, que ce soit pour les radiographies ou pour les diagnostics de maladies rares. On est tous victimes du machine learning en quelque sorte au travers de Netflix ou Amazon avec les recommandations de produits. C'est également utilisé par la traduction. Google Traduction n'utilisait pas le machine learning il y a quelques années et maintenant l'utilise et on voit nettement la différence. Et c'est également utilisé en robotique pour apprendre aux robots à marcher ou pour gérer les voitures autonomes, et enfin tout ce qui est reconnaissance d'image avec la détection de visage et la transcription d'écriture. Voilà, donc si on devait retenir quelques points de cette présentation, alors on a vu que le machine learning repose sur des outils mathématiques de base et des outils d'analyse de données simples. On a vu que l'utilisateur finalement il ne va pas avoir à passer par toutes les étapes de construction de modèle, il va pouvoir appeler les fonctions disponibles
pour traiter sa donnée et puis pour construire le modèle. Mais tout de même, pour être efficace et pour avoir des modèles performants et puis pour corriger les erreurs qui peuvent être produites par les modèles, il est bien de comprendre la logique sous-jacente et les différents outils qui permettent d'arriver à ce genre de technologie. Et on a vu à travers des différents exemples que correctement employé, le machine learning permet de résoudre des problèmes complexes à fort enjeu pour notre société. Et on n'en a pas parlé, mais le machine learning peut soulever des questions d'éthique par rapport aux données qu'on lui fournit. Et un modèle pourrait être tenté d'utiliser par exemple la variable sexe d'un individu pour prédire le montant d'un tarif d'assurance. Or, ce genre de caractérisation en fonction de si l'individu est un homme ou une femme est interdit par la loi française. Voilà, donc des questions toujours à se poser par rapport aux résultats qu'on obtient par rapport à ces modèles. Voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre dans les commentaires de la vidéo, on sera ravis de vous répondre. Et on vous retrouve pour un nouveau speed learning prochainement.